La valse à Julot, en sol ou en do, c'est elle qui nous met en goguette. Celle qui fait tourner quand le cavalier s'élance à faire perdre la tête. La valse à Julot, en fa ou en do, dit-il comme un air de fête. Drodzy Państwo, takiej rozmowy jeszcze na Smak Książki.pl nie było. Gościem jest Erik Emanuel Schmidt. Bonjour. Bonjour. Dzień dobry. Erik, gdy spotkaliśmy się kilka lat temu na targach książki we Frankfurcie, powiedziałeś, że między tobą a polskimi czytelnikami jest specjalna więź. I teraz pytanie, na czym ta więź polega? Czy powiedziałeś to tylko, żeby polskim czytelnikom było miło? Et ben vous savez, toujours les histoires d'amour, c'est mystérieux. On ne sait pas pourquoi on se plaît et puis après on découvre pourquoi on se plaît. Et c'est ce qui s'est passé ici en Pologne. Les lecteurs polonais m'ont adopté et moi je les ai adoptés aussi. Et je me suis rendu compte qu'on avait en fait beaucoup de choses en commun. Une façon de réfléchir sur le monde, mais autant avec l'intelligence qu'avec le cœur. Une façon très chez le Polonais, je trouve que voilà, il n'y a pas de dissociation de l'intellect et du règne des sentiments ou des émotions. Il y a une perception comme ça tout à fait globale de la vie. Et moi, j'ai ça dans mes livres. Alors que je suis un intellectuel de formation, que je suis philosophe, malgré tout, j'écris avec des émotions et j'écris avec des humeurs et j'écris avec des sentiments. Et je crois que c'est ça qui nous rapproche. Nadal masz takie uczucie, że przed napisaniem książki jesteś jakby w ciąży? J'ai l'illusion d'être une femme enceinte parce que je ne pourrai jamais éprouver les sensations d'une femme enceinte. Mais oui, je me sens comme une femme enceinte parce que tout ce que je vis nourrit le bébé que je porte. Notre conversation en ce moment, ce que je viens de vivre ici à Sopot, c'est en train de nourrir le livre que je suis en train de porter en moi. Et au moment d'écriture, je serai comme une femme enceinte, c'est-à-dire que je vais me libérer de quelque chose qui existe et qui commence à tenir trop de place en moi. C'est très très naturel chez moi le processus d'écriture. C'est ce qui me rassure. Je ne fais pas mes livres avec ma volonté, je fais mes livres naturellement et je passe plus de temps à les porter, c'est-à-dire à y penser comme une femme enceinte qu'à accoucher. L'accouchement pour moi c'est rédiger, c'est l'écriture et ça c'est plus rapide que la conception du livre qui est très très longue. Enfin, je pense que plus qu'une femme enceinte, je suis une mère éléphant. Parce que les mères éléphants portent leurs enfants très longtemps. Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o twojej najnowszej książce, która w Polsce ukaże się jesienią, czyli książka Felix i Niewidzialne źródło. Miałem okazję przeczytać już fragmenty i tam jest jedno absolutnie genialne zdanie i pytanie, czy ty się z nim w 100% zgadzasz, wypowiedziane przez jednego z twoich bohaterów. Zawsze trzeba opowiadać historię, zanim wystygną. Ça me fait plaisir que vous aimiez cette phrase. Oui, c'est la mère de mon héros, Félix, est une femme extrêmement vivante et tous les jours, elle raconte à son fils ce qui s'est passé dans la journée, les histoires du jour. Et elle dit qu'effectivement, les histoires, il faut les raconter avant qu'elles tiédissent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une bonne histoire reste toujours une bonne histoire. Une bonne histoire ne vient jamais froide. Mais ça veut dire que raconter, c'est un rapport humain, c'est un rapport à l'autre. Et une mère qui raconte la vie à son fils, une mère qui raconte sa journée à son fils, c'est une mère qui sait entretenir un rapport de vie avec son fils. Donc voilà, moi je pense que c'est très très important que la conversation, le rapport à l'autre, nourri par l'imaginaire ou par l'observation du réel, est encore plus importante que l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit cette phrase, il faut raconter les histoires avant qu'elles tiédissent. Czy można być martwym za życia? C'est ce que raconte Félix.
et la source invisible. C'est l'histoire d'une femme pleine de vie qui tout d'un coup va s'absenter de sa vie et va être une morte vivante. C'est ce qu'on appelle la dépression. Là, c'est une dépression très grave qu'elle fait. Et mon roman, Félix et la source invisible, il raconte l'histoire d'un petit garçon qui veut ressusciter sa mère, c'est-à-dire la sauver de sa dépression. Et la dépression de la mère de Félix, elle est intéressante parce que forcément, elle nous parle de nous tous. C'est-à-dire, c'est une femme qui s'est coupée d'avec son passé, qui a refusé, qui veut oublier son passé et qui a voulu se reconstruire indépendamment de son passé. Et quand on oublie le passé, il se venge. Quand on veut mettre le passé dans une poche, la poche se rouvre et ça devient très nauséabond, ça devient très toxique. Donc ce que raconte Félix et la source invisible, c'est que pour être totalement présent, pour être totalement en vie, pour être totalement là, il faut avoir fait la paix avec son passé, avoir travaillé sur son passé, même si dans le passé il y a quelque chose de traumatisant. Il faut avoir justement dépassé l'aspect traumatique. Et donc, je pense que dans nos vies, le passé, il a le poids qu'on lui donne. Soit on est totalement assommé par le passé et on est l'esclave de son passé parce qu'on n'a jamais pris son indépendance et sa liberté par rapport à son passé, soit on a voulu écarter son passé et quand on écarte son passé, il se venge parce qu'on est malgré tout fabriqué par ce passé. Je crois que voilà, c'est dans la relation intelligente, analytique, réflexive, et même en passant par des histoires, qu'on peut donner au passé sa juste place par rapport au présent. Tak, i Feliksowi z pomocą przychodzi sympatyczny, mogłoby się na początku wydawać, później już czytelnik może mieć wobec niego zupełnie inne odczucia, wujek Bamba, który stosuje dość niekonwencjonalne metody, żeby matkę Feliksa z tej depresji wydobyć. Oui, l'oncle de Félix arrive d'Afrique et il va essayer de soigner la mère de Félix, mais avec une grande naïveté. Une grande naïveté parce qu'il va recourir aux marabouts. Alors vous savez, à Paris, il y a plein de marabouts. Des marabouts qui vous proposent, qui sont sur leur petite carte qui est distribuée dans le métro, spécialistes de tout. Ce qui est déjà un gage de sérieux. Et donc le Bamba va effectivement emmener Félix et la mère de Félix chez les marabouts. Pourquoi je parle de ça? Parce que je voulais distinguer les escrocs des vrais sages. Les marabouts dont je parle au début dans le livre sont véritablement des escrocs. Des gens qui font croire qu'ils ont des rapports avec les esprits, qu'ils ont des méthodes pour soigner, etc. Il y a toujours eu ça sur Terre, il y aura toujours ça sur Terre. Or le problème, c'est qu'on ne peut pas réduire l'animisme africain à ces escrocs. Et donc il fallait au début du livre que je me débarrasse des escrocs pour ensuite, dans la suite du livre, aller du côté des vrais sages qui, dans leur relation à la nature, dans leur relation aux animaux, dans la relation aux êtres, vont pouvoir aider la mère de Félix.